Aujourd'hui, je veux parler de trois sujets principaux. D'abord, les Émirats arabes unis ont quitté l'OPEP ou prévoient de le faire. Ensuite, les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni, que je trouve particulièrement intéressantes en ce moment. Et enfin, on peut dire quelques mots sur la tentative d'assassinat de Trump. Vous savez, avec Trump, il y a toujours beaucoup de drames, toujours. Il a toujours été entouré de drames. D'or. Très bien, commençons par les Émirats arabes unis. Alors, ils ont annoncé qu'ils allaient quitter l'OPEP le 1er mai. Je suis sûre qu'il n'y a pas une seule raison à cela. D'après vous, quelles sont les principales motivations? Oui. Alors, il y a certaines choses qui sont visibles depuis un moment déjà. L'une d'elles, c'est que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont vu leurs relations se détériorer fortement au cours des 2 dernières années. Le dirigeant des Émirats, qui est le prince héritier d'Abu Dhabi, il n'est pas le chef officiel du pays, mais c'est lui qui en détient réellement le pouvoir, c'est le même homme qui s'est récemment rendu en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Bref, lui et MBS, le prince héritier d'Arabie saoudite, qui est lui aussi le véritable dirigeant de son pays, est autrefois très proche ami. Et maintenant, ils sont de plus en plus devenus des ennemis. Franchement, ils ne s'aiment vraiment pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de vanité là-dedans. Mais il y a aussi d'autres facteurs. D'après certains rapports, l'Arabie saoudite utiliserait sa position de chef de l'OPEP, en tout cas de chef de fait, pour limiter la production de pétrole des Émirats arabes unis. On dit aussi que les Émirats n'ont pas très bien pris le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, celui que la Chine a facilité. La raison, c'est que les Émirats ont des différends territoriaux avec l'Iran à propos de certaines îles. Les Émirats arabes unis ont été très mécontents du fait que l'Arabie saoudite ait réagi de manière plus mesurée face à l'Iran, aux attaques menées par l'Iran pendant cette dernière période de conflit. Donc tout ça se passe en toile de fond. Mais voilà ce que je pense, et je crois être le seul à le penser. J'y réfléchis depuis un certain temps, bien avant les informations d'hier, selon lesquelles les Émirats quitteraient l'OPEP. Je pense que c'est parce que les Émirats manquent d'argent. Et je vais vous dire pourquoi je le crois. Il y a plusieurs raisons à cela. Ce n'est pas la version officielle, bien sûr. La version officielle, c'est que les Émirats sont très riches, qu'ils ont des réserves énormes. Mais plusieurs choses se sont produites. D'abord, les Émirats arabes unis ont refusé de prolonger un prêt de 3,5 milliards de dollars que le Pakistan leur devait. Ensuite, comme toujours, toutes sortes de gens ont avancé toutes sortes d'explications, essentiellement politiques, pour justifier cette décision. Mais franchement, aucune de ces explications ne m'a paru vraiment convaincante. Oui, bien sûr, il y a des tensions, mais je pensais que les Émirats voudraient quand même garder de bonnes relations avec le Pakistan, surtout en ce moment. Et puis il y a un autre point dont personne n'a parlé. La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a révélé il y a quelques jours que les Émirats arabes unis et les États-Unis avaient conclu entre leurs banques centrales un accord d'échange de devises. Ainsi, si les Émirats arabes unis ont soudain besoin de dollars, la Réserve fédérale américaine leur en fournira rapidement en échange de dirhams, la monnaie des Émirats, au taux de change du moment. Mais alors, pourquoi les Émirats feraient-ils ça alors qu'ils sont censés regorger de dollars? On dit qu'ils sont très très riches. Pourtant, à mon avis, tout indique plutôt qu'ils manquent de dollars, que le niveau de leurs réserves publiées ne correspond pas à la réalité. Et puis il y a autre chose à laquelle je pensais. Ce que vous m'aviez dit il y a environ 2 semaines à propos de ce transfert massif de fonds du Golfe vers Hong Kong.
to Hong Kong. Hum. Now, where will that money be coming from? Alors d'où vient cet argent? Logiquement, il doit venir du grand centre financier du Golfe Persique, c'est-à-dire des Émirats arabes unis. Ce sont les banques d'Abu Dhabi et de Dubaï qui jouent le rôle de grandes banques internationales dans la région. Donc je pense que les Émirats sont en difficulté financière. La crise dans le détroit d'Ormuz a mis tout ça en évidence. Il y a une énorme fuite de capitaux depuis le Golfe Persique. Ils ont dû accepter cet accord de swap de devises avec les Américains. Et ils se retirent de l'OPEP parce que dès que le détroit d'Ormuz sera ouvert ou rouvert, ils veulent vendre autant de pétrole que possible, à n'importe quel prix, pour stabiliser leur propre situation financière. In order to stabilize their own financial position. So this is what I think this is all about. Voilà ce que je pense qu'il se passe. Si c'est vrai, alors les conséquences sont extrêmement graves. Cela voudrait dire que nous sommes au bord d'une énorme crise du système financier occidental. Je tiens à le préciser, pas celui de la Chine, pas celui de la Russie, mais bien celui de l'Occident. Parce que les États du Golfe Persique, ont joué un rôle central pour faire circuler les fonds dans le système financier, pour maintenir la liquidité à l'intérieur de ce système. Ils exportent le pétrole, l'argent leur revient et ils le réinjectent dans le système financier, dans les banques, les fonds spéculatifs et tout ce qui va avec. C'est ça qui a permis de faire tourner les rouages de la finance mondiale, ou plutôt de la finance mondiale occidentale. Voilà ce que je pense. Oui, je crois que j'ai aussi lu que par la suite, après qu'on ait parlé de cette énorme quantité de fonds qui partaient vers Hong Kong, les Émirats arabes unis avaient au moins temporairement bloqué ces transferts à l'étranger ou quelque chose comme ça. Je crois avoir vu ça quelque part. Donc c'est un autre signe, non? Eh bien, voilà. Oui, voilà. C'est bien la preuve, hein? Oui, donc oui, je suis d'accord. Je pense qu'ils ont, à ma grande surprise, quelques problèmes d'argent. Tu vois, Sophia, c'est comme ça que les banques fonctionnent. Ce n'est pas vraiment une surprise. Si tu es un petit pays, et l'Union européenne en est un très petit pays, et que tu veux faire tourner un système bancaire et financier, autrement dit, comme le fait Hong Kong, eh bien voilà. Il faut soit gérer ça de manière très stricte, très prudente, un peu comme le fait Singapour, par exemple. Soit il faut qu'il y ait beaucoup d'argent qui entre, parce que par nature dans une banque, l'argent entre et l'argent sort. Et à moins d'avoir en dessous de vous des réserves profondes, comme c'est le cas en Chine, vous pouvez très vite vous retrouver dans une situation où vous êtes trop engagé. Donc je ne suis pas tellement surpris en tant que quelqu'un d'un peu plus sceptique sur ce genre de choses et qui a vu pas mal de crises financières se dérouler au cours de sa vie. Oui, tu as raison. J'ai aussi remarqué que très souvent, les banques n'ont pas beaucoup de réserves, comme tu l'as dit. Pour elles, garder une grosse somme en liquide, c'est comme perdre de l'argent. Cet argent doit toujours circuler quelque part pour en rapporter davantage. C'est bien ça l'idée. Mais tout ça repose sur l'hypothèse que rien ne va mal, d'accord? Exactement. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, peut-être 1 ou 2 mois, je crois que BlackRock a eu quelques problèmes. J'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé, sans doute parce qu'ils ne voulaient pas provoquer de panique sur les marchés ou quelque chose comme ça, mais c'était bien BlackRock quand même. On se dit que ils ont de l'argent un peu partout, pourtant, apparemment, il manquait de liquidité. Vous voyez, ce que les gens confondent souvent, c'est les actifs d'une banque avec les fonds réels qu'elle peut mobiliser rapidement pour payer ses dettes. Parce qu'une banque, si elle a accordé beaucoup de prêts, vous savez, si elle prête beaucoup, eh bien ces prêts comptent comme des actifs.
Et sur le papier, ça peut donner l'impression qu'elle est très solide. Mais si tous ces prêts tournent mal et qu'il devient impossible de les récupérer, alors là, la situation peut vite devenir très grave et la banque peut se retrouver en difficulté très rapidement. Oui, BlackRock. Enfin, ils disent que beaucoup d'entreprises américaines, BlackRock y a investi, donc ils détiennent beaucoup de sociétés, mais ce sont des actions d'entreprise, pas de l'argent liquide. Exactement. Et si elles commençaient à vendre ces avoirs, le prix elle baisserait. Est-ce qu'ils tirent de leurs actifs, petit baisserait aussi, non? Exactement. Donc c'est un jeu à très gros enjeux, et si les choses tournent mal, elles peuvent vraiment très mal tourner, non? Absolument. Oui, absolument. Oui, mais voilà ce que je veux dire. Imaginons que les Émirats arabes unis quittent l'OPEP. Si la guerre continue, ils ne pourront toujours pas exporter leur pétrole, n'est-ce pas? Donc ça ne règle pas leurs problèmes à court terme. Non, ça ne résout absolument pas ces problèmes à court terme. Je me demande si ce n'est pas une partie d'un accord passé aussi avec les Américains. Peut-être qu'on avait besoin de l'échange de devises étrangères et que les Américains ont dit « d'accord, mais en échange, vous devez quitter l'OPEP ». Je veux dire, ça ne me surprendrait pas. Mais vous avez tout à fait raison. Ça ne résout en rien les problèmes des Émirats arabes unis. En fait, ces problèmes risquent, je pense, de devenir permanents. Parce que les Américains, d'après toutes les informations disponibles, n'ont plus d'options militaires. Il y a maintenant des rapports très bien sourcés qui affirment que l'armée a conseillé à Trump que de nouvelles opérations militaires contre l'Iran ne mèneraient à rien, que l'Iran a, en gros, vaincu l'armée américaine. C'est une chose extraordinaire à dire. Mais enfin, il semble bien que ce soit le cas et que la seule carte qu'il reste encore aux Américains, c'est le blocus maritime. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été très efficace. Donc, si c'est vrai et qu'on arrive un jour à un accord de paix, ce sera forcément un accord qui laissera à l'Iran une certaine maîtrise du détroit d'Ormuz. Et comme les relations entre les Émirats arabes unis et l'Iran sont hostiles, ça veut dire que les États-Unis vont se retrouver dans une position très difficile pour leurs exportations à cause du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz. Donc non, ça ne résout pas leurs problèmes. En fait, dans leur colère, ils prennent la mauvaise direction. Ils devraient plutôt parler avec la Chine, où je pense que Xi Jinping a essayé de leur expliquer la situation avec sagesse. Et ils devraient travailler à mettre fin à cette guerre le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles, au lieu d'agir sous le coup de la colère. Vous savez, il y a cette expression en anglais, je suis sûr qu'il y a un équivalent en chinois, c'est presque une expression chinoise. Les décisions prises sous la colère se regrettent longtemps après. Et c'est vrai. Oui. Eh bien, c'est pour ça que certains vont jusqu'à dire que c'est peut-être juste la première étape, que les Émirats arabes unis pourraient carrément quitter la Ligue arabe, le Golfe, le CCG et même l'Organisation de la coopération islamique. En gros, tout quitter. Alors si ça arrive, pour moi, ça veut dire que les Émirats abandonneraient pratiquement tout le monde musulman, les pays du Golfe, et qu'ils ne travailleraient plus qu'avec les États-Unis et peut-être la Chine. C'est bien ça, non? Oui? Oui, c'est tout à fait vrai. Mais je me demande si c'est vraiment une idée judicieuse, si c'est vraiment sage de la part des Émirats arabes unis de faire ça. Parce que pour l'instant, on dirait bien que c'est exactement ce qu'ils envisagent de faire. Oui, avec la Chine, enfin je veux dire les États-Unis, bien sûr. D'abord, je ne suis pas
Tu viens de le dire, non? Les États-Unis ne vont pas forcément vraiment protéger les Émirats arabes unis sur le plan militaire. Ce n'est pas le cas, d'accord? Donc on verra ce que les États-Unis peuvent faire de plus. Je suppose qu'ils peuvent aider les Émirats à régler leurs problèmes financiers. Pour l'instant, très bien. Maintenant, avec la Chine, on en a parlé il y a 2 semaines. Le prince héritier a rendu visite à la Chine et Xi Jinping l'a dit très clairement. Je suis allée relire leur compte-rendu et il est écrit que Xi Jinping a déclaré qu'il était important de soutenir les pays du Golfe dans l'amélioration de leurs relations, de travailler à construire une architecture de sécurité commune, globale, coopérative et durable pour le Moyen-Orient et la région du Golfe, et de consolider les bases d'une coexistence pacifique. Donc Xi Jinping a été très clair. Il faut s'entendre avec ses voisins. Non? Avec tous les pays du Golfe. C'est ça, la solution. Une approche très différente de celle des États-Unis. Une approche complètement différente de celle des États-Unis. Mais on a bien l'impression qu'en ce moment, les Émiratis n'ont pas envie d'entendre ça. Ce pas qu'ils viennent de franchir ne va pas améliorer leurs relations avec leurs voisins. Au contraire, ça va les détériorer. Ce qu'ils devraient vraiment faire, c'est travailler à une architecture de sécurité commune. Ils devraient accueillir favorablement la proposition de Xi Jinping, que d'ailleurs, les Russes ont reprise et qu'ils soutiennent aussi. C'est exactement ce que les Émiratis devraient faire. Au lieu de ça, ils boudent. Ils quittent les réunions en claquant la porte, en disant que puisqu'ils sont dans une situation terrible, c'est la faute de tout le monde, sauf apparemment de Donald Trump. Et donc ils se retirent de tout ce dont ils font partie, ils s'en vont furieux, en gros en disant « tant pis pour vous tous ». Mais en quoi ça aide les Émirats arabes unis, franchement? Vous pensez que ça aura un impact sur l'OPEP et l'OPEP+. Oui, ça va arriver. À court terme, c'est inévitable, parce qu'on va avoir l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde qui va essayer d'en vendre à n'importe quel prix. Et ça, c'est pas une très bonne situation. La Chine va en profiter un moment parce qu'elle aura du pétrole moins cher. L'Amérique et l'Europe aussi, à terme, si on y arrive. Mais au final, ce ne sera pas bon pour les Émirats arabes unis. Les Saoudiens ne vont pas du tout apprécier. Les Russes ne seront pas contents. Les Iraniens non plus. Donc voilà. Et bien sûr, l'un des problèmes quand on provoque une chute des prix du pétrole, c'est que oui, les prix baissent. Mais ensuite, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils repartent en flèche. C'est comme ça que fonctionne le marché du pétrole, et c'est par nature déstabilisant. Et au final, c'est mauvais pour tout le monde. Des prix du pétrole très très bas d'ailleurs vont aussi fragiliser la stabilité de l'industrie pétrolière américaine, qui fonctionne avec des marges extrêmement serrées parce qu'elle repose sur le schiste. J'ai dit que les Américains seraient contents de voir les prix du pétrole baisser, mais ils ne seront pas contents de les voir baisser autant, parce que, croyez-le ou non, on sous-estime aujourd'hui l'importance du pétrole pour l'économie américaine dans son ensemble. Non seulement l'industrie pétrolière représente une part très importante de la croissance du PIB aux États-Unis, dans la mesure où cette croissance est encore réelle, mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le pétrole brut est aujourd'hui, en volume et en valeur, la première exportation américaine. Et pourtant, on entend souvent dire que la Russie, elle, est surtout un exportateur de pétrole brut. Donc c'est aussi le cas des États-Unis, un fait dont la plupart des gens n'ont tout simplement pas conscience. D'accord. Parlons un peu des relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est assez intéressant. Le roi Charles est actuellement en visite aux États-Unis. En apparence, tout semble aller bien. Mais il y a quand même quelques problèmes, non? Par exemple, il semble que les États-Unis adoptent une position plus neutre concernant les îles Falkland, en Argentine. Et puis,
Trump a clairement montré qu'il n'était pas content que le Royaume-Uni ne le soutienne pas dans la guerre contre l'Iran. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu tout ça pour moi et pour notre public? Oui, enfin, je pense que la première chose à dire, c'est que pour les Britanniques, la situation est extrêmement inquiétante. Parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis 1940 pour être précis, toute la politique étrangère de défense et de sécurité du Royaume-Uni et une grande partie de sa politique intérieure et économique ont été construites autour de l'alliance avec les États-Unis. Je crois qu'il faut que j'explique quelque chose aux Chinois, une chose que beaucoup de gens en Occident, même en Grande-Bretagne, ne comprennent pas. Je suis sûr qu'en Chine, on a remarqué l'immense culte qui existe en Grande-Bretagne autour de la personne de Winston Churchill. La raison pour laquelle Winston Churchill occupe une place si importante dans l'imaginaire britannique et pourquoi les Britanniques reviennent sans cesse au débat politique des années 30, c'est que c'était la dernière période de l'histoire du pays où le Royaume-Uni était vraiment indépendant. Churchill a été le dernier Premier ministre véritablement indépendant, à une époque où la Grande-Bretagne était encore une grande puissance, capable de prendre seule ses décisions. Depuis l'époque de Churchill, depuis les années 40, le Royaume-Uni est devenu l'allié subordonné des États-Unis. Et cela dure depuis si longtemps. Nous y sommes tellement habitués qu'il nous semble impensable que cette situation puisse changer. Et nous n'avons aucun plan pour le jour où elle prendrait fin. Je veux dire, pour beaucoup de gens, c'est tout simplement inconcevable que ça puisse un jour se terminer. Et maintenant, tout à coup, les Américains parlent comme si ça pouvait finir, ce qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'ici. Alors ils disent, eh bien, vous savez, les îles Falkland devraient vraiment revenir à l'Argentine. Ou encore, les Britanniques nous ont déçus dans le Golfe Persique. Et puis, à quoi sert vraiment l'OTAN pour nous, au fond? Et il faut se rappeler que l'OTAN, à l'origine, c'était une entreprise commune, lancée ensemble par les Américains et les Britanniques. Le tout premier secrétaire général de l'OTAN était un Britannique, Lord Ismay, qui a eu cette phrase célèbre. Le but de l'OTAN, c'était de tenir les Russes à l'écart, de maintenir les Allemands sous contrôle et de garder les Américains impliqués. C'était ça, son objectif. Et tout à coup, tout ça, toute cette structure, il la voit remise en question aux États-Unis. Et il n'y a pas vraiment de réaction, pas de résistance sérieuse à l'intérieur du pays. Et ça les terrifie. C'est un peu comme si, soudain, le garçon qui a toujours vécu chez ses parents ne pouvait pas imaginer la vie en dehors de la maison. On lui montre la porte, on lui dit de partir. Alors ils paniquent, ils ne savent pas trop quoi faire. Du coup, ils ont sorti le roi et l'ont envoyé à Washington. Et il vient de prononcer un discours tout à fait extraordinaire devant le Congrès. Un discours d'ailleurs choquant, qui brise toutes les traditions, parce qu'un roi n'est pas censé s'impliquer directement dans la politique comme il vient de le faire. Mais il l'a fait. Et ce qu'il essaie de faire, c'est de recoller les morceaux de cette alliance avec les Américains, en ressortant toutes les vieilles histoires. Vous savez, le fait qu'on partage la common law, qu'on a toute cette grande histoire commune, qu'on croit aux mêmes choses, qu'on défend les mêmes valeurs. Mais remarquez aussi qu'il essaye en même temps de ramener les Américains du côté britannique, de les pousser à se battre pour l'Ukraine jusqu'au bout, à rester fidèles à l'OTAN, à tout ça. Donc, au moment même où il prêche l'unité, il met aussi en évidence qu'il y a des divisions déjà présentes et qui continuent de grandir. Pourquoi est-ce si important pour le Royaume-Uni de dépendre autant des États-Unis? Est-ce uniquement parce qu'ils sont anglo-saxons? Parce que franchement, quand on voit
l'hostilité envers la Russie et l'Allemagne, ça n'a aucun sens pour moi. Ce sont des pays bien plus proches du Royaume-Uni. Et vous l'avez dit très clairement, vous considérez ces deux pays comme des ennemis, mais vous êtes alliés avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. C'est uniquement parce qu'elle a la même race ou quelque chose comme ça. Absolument. En fait, il y a cette idée qui remonte d'ailleurs à la fin du XIXe siècle. Quand l'Empire britannique a commencé à décliner, les Britanniques se sont dit « on n'est plus aussi puissant qu'avant. Alors comment va-t-on faire pour maintenir notre domination ?» Eh bien, on va faire venir les Américains pour nous aider, parce qu'ils parlent la même langue que nous. Ils ont un système politique semblable au nôtre. En réalité, non. En apparence, ça semble similaire, mais en fait, c'est très différent. Et puis, on dit que les Américains partagent nos valeurs. Là encore, pas vraiment. L'Amérique est bien plus différente du Royaume-Uni que les Britanniques ne veulent bien l'admettre. Alors, les Britanniques font venir les Américains. Ils en font nos alliés, pour qu'on puisse s'appuyer sur la puissance américaine et continuer à projeter notre influence dans le monde. En gros, en profitant de la force des États-Unis. Et là, on a toutes ces déclarations incroyables. Winston Churchill, dont je viens de parler, a écrit une longue histoire des peuples de langue anglaise. Et il a même évoqué l'idée que les Britanniques et les Américains puissent partager la même citoyenneté, tout en restant des nations distinctes. Harold Macmillan, qui était notre premier ministre dans les années 50, disait que les Britanniques seraient les Grecs face aux Romains, que sont les Américains. Alors les Romains, vous voyez, très puissants. Mais les Grecs, eux, c'étaient les gens intelligents, éclairés, raffinés. Margaret Thatcher, encore une fois, essayait de jouer un rôle un peu du même genre. Vous savez, celle qui allait avoir la plus grande influence sur Reagan. Tony Blair, George W. Bush, tout ça. Et là encore, c'est en grande partie parce que les Britanniques aiment croire que les Américains leur ressemblent beaucoup. En fait, qu'ils sont pareils. Mais nous sommes pareils, enfin presque. Il y a quelques différences, bien sûr. Ils aiment un peu plus les hamburgers que nous, ce genre de choses. Mais au fond, c'est la même chose. On parle la même langue, on pense de la même façon, on a le même type de droits, peu importe s'ils sont un peu plus forts que nous. Les Britanniques n'admettent jamais à quel point les Américains sont en réalité plus puissants, peu importe qu'ils soient un peu plus forts. C'est une entreprise commune. Il faut la faire durer, parce que c'est comme ça qu'on peut rester fort. Et bien sûr, on ne peut pas du tout penser de la même façon à propos des Allemands ou des Français, et encore moins des Russes. Quant aux Chinois, eh bien, c'étaient les gens qu'on cherchait autrefois à coloniser et à diriger. Comment pourrions-nous jamais coopérer de cette manière avec eux? C'est ça, très clairement, l'état d'esprit britannique. C'est assez intéressant. D'après ma propre expérience, j'ai vécu en Suède, en Chine et aux États-Unis. Et en fait, je trouve que le plus grand point commun quand on compare les États-Unis et la Chine, c'est qu'ils se ressemblent probablement plus entre eux que n'importe quels autres pays, tout simplement à cause de leur taille. Je pense que la taille, ça compte. Quand on occupe un territoire aussi vaste, avec des populations et des origines très différentes, on se retrouve avec des préoccupations et des problèmes assez similaires. Et puis, il y a aussi la question des relations avec les voisins, de la place sur la scène internationale, tout ça. À mon avis, les États-Unis ressemblent bien plus à la Chine qu'à la Grande-Bretagne. Je suis sûr que vous avez tout à fait raison. J'ai d'ailleurs remarqué la même chose entre les Américains et les Russes. Oui. Et sur le plan personnel, encore une fois, je suis sûr que c'est pour la même raison. Ce sont de grands pays, oui, et ça influence forcément la manière de voir les choses de façon très profonde.
Oui, parce qu'une fois qu'on est un cran en dessous, dans un pays plus petit, la première préoccupation, ce sont les grands acteurs, non? Quoi que vous fassiez, la question c'est comment ces grands acteurs vont réagir. C'est votre première inquiétude, alors que les grands, eux, n'ont jamais ce problème, n'est-ce pas? Exactement. Alors, bref, dans le discours de Charles, il y avait un passage intéressant. Il a parlé de la Magna Carta. Je pense que, comme tu l'as dit, son but, c'est de rappeler aux Américains qu'on est très proches, qu'on partage des valeurs similaires, tu vois, même des systèmes et tout ça. Mais je suis un peu curieux, tant que je t'ai sous la main, tu peux m'expliquer un peu cette histoire de Magna Carta? C'est la Constitution du Royaume-Uni, c'est ça? Non? Non. La Magna Carta est un document presque mythologique. Je dis ça parce qu'il y a la vraie, la véritable Magna Carta, celle qui a été rédigée en 1215 en Angleterre. Et puis il y en a une autre, celle qui existe surtout dans l'imaginaire anglais, inventée par les juristes anglais du XVIe siècle. En résumé, la Magna Carta, c'est né d'une rébellion contre le roi de l'époque, un homme appelé Jean sans Terre. C'était un roi très intelligent, très impitoyable, très cynique, mais aussi d'une certaine manière assez brillant. L'histoire en a fait un personnage très malfaisant, mais en réalité, il ne l'était pas plus que les autres rois d'Angleterre. Bref, un compromis a été trouvé. Le roi et les rebelles, qui, il faut bien le comprendre, étaient l'aristocratie, les plus grands, les plus riches, les plus puissants d'Angleterre à cette époque, se sont réunis. On parle de l'année 1215. Ils se sont retrouvés dans un endroit appelé Runnymede, pas très loin de Londres d'ailleurs. C'est à environ 2 heures de route de chez moi. Ils se sont rencontrés là-bas, ont tenu une sorte de conférence, et ils sont parvenus à un accord qu'ils ont tous signé. Le texte est rédigé dans un latin très étrange, assez difficile à comprendre aujourd'hui, mais en gros, il énonce une série de points d'accord entre les deux parties. Et à la fin, il y a cette phrase extrêmement importante. Le roi ne punira personne, sauf selon la loi, et seulement après un véritable procès devant les pairs du suspect, autrement dit, ses égaux. C'est ce système qui fonde le droit, qui crée l'idée de suprématie de la loi. Cette phrase a ensuite été interprétée au XVIe siècle comme signifiant que le roi reconnaissait la suprématie de la loi au-dessus de lui-même et qu'il acceptait le principe du procès par jury. Mais franchement, je serais très étonné que quiconque en 1215 ait pensé cela. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la plupart des gens ne savaient pas lire. Tout ça, c'était rédigé par des scribes. Et il faut bien comprendre que l'Angleterre de 1215 n'avait rien à voir avec la Chine de la même époque. En Chine, en 1215, tous ceux qui occupaient une position importante savaient lire et écrire, depuis l'empereur, le Huangdi, jusqu'aux plus hauts fonctionnaires. En Angleterre, à cette époque, la proportion de la population qui savait lire et écrire était très faible, à peine quelques pourcents. Donc ce n'était pas du tout leur préoccupation. C'était simplement un compromis entre eux. Mais au XVIe siècle, certains juristes anglais, qui s'opposaient alors à l'autorité royale, ont utilisé cette phrase, une seule phrase dans un document pourtant assez long, pour affirmer que le roi, à ce moment-là, reconnaissait la suprématie de la loi. Et le juge le plus célèbre de cette époque, dont j'ai d'ailleurs oublié le nom, a dit un jour à l'un des ministres du roi, « Quelle que soit la hauteur à laquelle vous vous tenez, la loi est au-dessus de vous. » C'est important, oui, mais pas à cause de ce qui s'est passé au Moyen Âge. C'est important à cause de ce qui s'est passé au XVIe siècle. Et quel rapport avec les États-Unis? Franchement, aucun. Parce que si on y réfléchit,
L'idée de la Magna Carta, même telle qu'elle a été réinterprétée au XVIe siècle, c'est un contrat entre un roi et son peuple. Or, les États-Unis n'ont pas de roi, c'est censé être une république avec sa propre constitution. Donc, la pertinence de la Magna Carta, c'est zéro. Mais bien sûr, les Anglais ont brisé la Magna Carta autant qu'ils ont pu. Et ils ont dit aux Américains, regardez, c'est de là que viennent vos libertés et la protection de la loi. Et ils ont insisté, encore et encore, sans relâche. Au moment du bicentenaire, en 1976, je m'en souviens très bien, j'étais déjà là, ils ont offert aux Américains une copie de la Magna Carta, faite en or massif. Et maintenant, on a le roi Charles qui en reparle encore une fois. Mais tout ça, c'est une illusion. Ça n'a aucun lien avec l'Amérique moderne. La pensée juridique et les principes constitutionnels des États-Unis reposent certes sur la common law anglaise, mais surtout sur la Constitution américaine. Je dirais qu'il y a probablement aussi un peu d'influence française. Oui, c'est un mélange. Je veux dire, je suis sûre que quand les pères fondateurs des États-Unis ont mis en place leur système, ils ont regardé un peu partout, j'imagine dans tous les pays européens et bien sûr du côté de la Grande-Bretagne, mais je pense qu'ils ont aussi été influencés, au moins en partie, par la France. Absolument, profondément. C'étaient des hommes très instruits. Beaucoup d'entre eux parlaient français. Oui, tout à fait, ils le faisaient. Et c'était justement l'époque des intellectuels français. C'est là que les Français ont eu, par exemple, l'idée de la séparation des pouvoirs, qui est évidemment présente. Donc oui, clairement, les Français sont là aussi. Je dirais que c'est un mélange de plusieurs influences, dont probablement l'influence britannique. Maintenant, est-ce que le Royaume-Uni a une constitution? J'ai eu des réponses contradictoires. Certains disent oui, d'autres disent non. Et vous? Non, pas vraiment, dans le sens où d'autres pays ont une constitution. Nous n'avons pas de constitution écrite. Il n'existe pas un seul document qu'on puisse appeler la Constitution. La Magna Carta, évidemment, n'est pas une constitution. D'ailleurs, la seule phrase que je vous ai lue, c'est la seule partie de la Magna Carta qui est encore force de loi aujourd'hui. Tout le reste n'est pas de vrai. Et ça, en théorie, c'est toujours le droit en vigueur. Le reste ne l'est plus. Donc, la Magna Carta n'est pas une constitution. Nous n'avons pas de document constitutionnel unique. Ce qu'est l'Angleterre, et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'en termes juridiques, c'est une monarchie absolue. Le roi, en tant que roi, gouverne et possède la Grande-Bretagne. Par exemple, toutes les terres en Grande-Bretagne lui appartiennent. Donc, quand nous possédons un terrain, quand nous en achetons un, nous l'achetons en tant que ses locataires. Je veux dire, c'est ça le principe anglais. D'accord. Donc, le roi est absolu. Maintenant, le roi a son conseil, auprès duquel il demande des avis. Ce conseil est composé d'aristocrates, c'est ce qu'on appelle la Chambre des Lords. Et au XIIIe siècle, le roi a décidé que lorsqu'il imposerait des taxes, il demanderait aussi l'avis de la nation anglaise dans son ensemble. Il a donc convoqué ce qu'il a appelé un parlement qui se réunissait uniquement pour approuver la demande du roi en matière d'impôts. Et c'était tout. Le seul législateur en Angleterre, encore une fois, c'est le roi. Beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais toutes les lois en Angleterre viennent du roi. Encore une fois, par habitude, par tradition, il en est venu à se faire que le roi, à partir du XVIe, surtout du XVIIe siècle, avant de promulguer une loi, demandait l'avis de son conseil, de la Chambre des Lords et l'approbation de la Chambre des communes. Mais la décision finale, celle qui détermine si une loi entre en vigueur ou non, appartient au roi.
Aucune loi en Angleterre ne prend effet ni n'a de valeur légale tant que le roi ne l'a pas signée. Et le préambule de chaque loi anglaise votée par le Parlement le dit très clairement. Par la très excellente majesté du roi, sur l'avis de ses lords et de ses communes ici réunies, il est ordonné ce qui suit. Nous sommes donc une monarchie. Nous ne sommes pas un État constitutionnel, au sens où le sont d'autres pays. Il existe bien sûr différentes conventions et principes qui soutiennent ce système. Mais voilà la réalité. Il me semble que cette Magna Carta est une façon de faire pouvoir entre le roi et la noblesse. C'est exactement ça. Oui, c'est bien ça. Vous voyez le roi dans l'Angleterre médiévale. Et souvenez-vous, l'Angleterre médiévale, c'est quelque chose de totalement différent de la Chine à la même époque. En Chine, vous avez l'empereur, le Huangdi, et une administration civile composée de gens recrutés grâce aux examens littéraires. Rien de tout cela n'existe en Angleterre. Alors, comment le roi administre-t-il le pays? Il le fait à travers l'aristocratie. Oui, il doit obtenir la coopération des aristocrates pour gouverner le royaume. Et donc, il y a en permanence un processus de négociation entre le roi et ses nobles, ses aristocrates, sur la manière de gouverner l'Angleterre. Très bien. Parlons de Trump. Donc l'attentat. Autour de sa première tentative d'assassinat à Butler, en Pennsylvanie, et maintenant encore cette fois, il y a toujours des théories du complot qui disent que tout ça est une mise en scène et ainsi de suite. Et il n'arrange pas les choses quand, juste après la tentative, il parle de la salle de bal, de la nécessité d'en construire une, ce qui, à mon avis, a encore empiré la situation. Pour l'instant, je n'ai pas toutes les preuves, donc je ne peux pas dire si c'est une fausse tentative ou non. Pour moi, la seule chose que ça montre vraiment, c'est que les gens n'ont pas confiance en Trump ni en le gouvernement américain, n'est-ce pas? Exactement. Mais je pense que vous avez mis le doigt dessus. Ce matin, j'en parlais avec ma femme, justement sur cette question, et elle a fait exactement la même remarque que vous. Au fond, on ne peut pas dire si c'est réel ou si ça ne l'est pas, si c'est faux ou si c'est authentique, si c'est une mise en scène. Et je dois dire que c'était très théâtral, ou si, en réalité, c'était vrai. Mais le vrai sujet, c'est que les Américains ne font plus confiance à leur gouvernement. Ils ne croient plus ce qu'on leur montre. Ils partent du principe que derrière chaque histoire, il y a quelque chose de faux. Et ça dit tout. Ça dit tout sur l'état des États-Unis. Parce que dans une démocratie, une vraie démocratie, cette question de la confiance ne devrait même pas se poser. Si le peuple détient réellement le pouvoir, ce qui est le sens même du mot démocratie, comment peut-il ne pas faire confiance à un gouvernement qui, en fin de compte, est censé être sous son contrôle? Par définition. L'autre chose qui va dans ce sens, c'est aussi toutes ces choses suspectes. Il disait, par exemple, que la sécurité est vraiment mauvaise. Eh bien, le fait est que cette administration est très incompétente. Il est tout à fait possible que leur sécurité soit simplement mauvaise. C'est une autre possibilité, non? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est complètement vrai. C'est pas seulement à propos de cet événement. En fait, il y a toujours, aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, cette idée que le gouvernement américain fonctionne bien et qu'il est efficace. Pourtant, rien de ce qui s'est passé, l'ouragan Katrina, le fiasco en Irak, celui en Afghanistan, la mauvaise gestion du système financier en 2008, oui, la crise du Covid et tout ce chaos, l'échec actuel en Iran, rien de tout cela ne semble changer la croyance des gens. Tout le monde dit qu'il est impossible que les États-Unis échouent. Mais bien sûr qu'ils peuvent échouer, et on voit bien qu'ils le font, encore et encore. Oui, même en Chine, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un reportage à propos d'un porte-avions, je crois que c'était le Lincoln ou un autre,
où la nourriture aurait été rationnée apparemment. C'est ce qu'ils mangeaient, d'après le rapport. Les médias américains en ont parlé et certains en Chine ont relayé l'information. Beaucoup de gens n'y ont pas cru. Ils se disaient « Comment est-ce possible ?» Des marins sur un porte-avions qui manquent de nourriture. Sérieusement? Vous inventez ça, c'est pas possible. Are you serious? You must be making this up. Absolutely. Again, it was reported here in Absolument. Britain. Oui, absolument. C'est d'ailleurs sorti ici, au Royaume-Uni, et ça a pratiquement passé inaperçu, au fait. Oui, mais j'ai pensé exactement comme vous, des marins avec des rations réduites, de la nourriture fade et ennuyeuse, parce que l'armée américaine n'arrive pas à suivre sur le plan logistique. Oui, et ça venant du pays censé avoir perfectionné la logistique. Oui. Yeah. Oui, d'accord. Dernière chose. D'après la résolution sur les pouvoirs de guerre, adoptée aux États-Unis en 1973, le président américain ne peut pas mener une guerre pendant plus de 60 jours. Après 60 jours, il faut l'approbation du Congrès. Ou bien, le Congrès doit déclarer une forme de guerre, ce qui tombe le 1er mai, dans quelques jours. Je ne vois rien se passer. Tu penses que Trump va tout simplement l'ignorer? You think Trump will just totally ignore it? Yes, as a matter of fact, I think he will. Oui. En fait, je pense qu'il le fera. C'est vraiment étrange. Quelles sont les deux compétences les plus importantes du Congrès? La première, c'est le pouvoir de lever des impôts. Et la deuxième, c'est le droit de déclarer la guerre. Ces deux choses-là, ensemble, ce sont les plus importantes. Trump a augmenté les impôts sans passer par le Congrès, en utilisant les droits de douane. D'accord, la Cour suprême s'est opposée à lui, mais il continue quand même. Yeah. Il continue de le faire. Et il a entraîné les États-Unis dans une guerre sans obtenir l'autorisation du Congrès. Est-ce que le Congrès réagit? Est-ce que ça l'intéresse seulement? Est-ce que les gens s'en inquiètent? Y a-t-il des manifestations contre ça? Est-ce qu'on parle de destituer Trump à cause de ça? Non. Quand on dit que Donald Trump représente une menace pour la Constitution américaine, c'est vrai, évidemment. Mais en réalité, tout le système politique l'est aussi. Faire the number depth more. Yeah. When I was looking Oui. at the, Quand je regardais le discours de Charles devant le Congrès, il a aussi parlé de la séparation des pouvoirs. Il y a plein de commentaires en dessous qui disent « Oui, il fait ce discours devant le Congrès américain, mais le Congrès américain n'a rien fait pour garantir cet équilibre jusqu'à présent. » Donc, bon, eh bien, il ignorerait sans doute tout ça et continuerait comme si de rien n'était. D'accord. Très bien. Oui, on verra bien ce qui se passe alors. Parle des années prochaines. Well, let's see what happens then. Let's talk next week. Mason. Thank you so Merci much. beaucoup. I appreciate it. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de le faire. Merci. Au revoir. Bye.